Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, vous le savez, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'interview de Jean-Mi, où je reçois divers invités qui viennent nous parler de leur passion, de ce qu'ils font dans la vie, de leurs activités. Aujourd'hui, j'ai en face de moi Édouard Jacques. Édouard, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Je reviens de vacances, donc ça peut, voilà, c'est l'idéal. On a pris plein de soleil, j'ai eu une chance extraordinaire à la montagne, donc c'est, voilà. Le karma est bon, les chakras sont ouverts. On va passer 20 minutes ensemble, ou plus si affinité, j'ai envie de dire. Vous avez plusieurs casquettes, mais je vais vous laisser vous présenter. On va parler surtout, j'ai envie de dire, du fort de Fermont. Donc déjà, on est en France. C'est cool de sortir de notre beau pays qu'est la Belgique pour aller chez les voisins. Mais avant, vous avez fait pas mal de choses. Vous êtes l'ancien maire de Longwy. Et je m'arrête là. Allez-y, procédez-nous votre... 1000 vies, mais c'est aussi un choix, hein, parce qu'en fait, j'adore ça, je suis un curieux de nature, et puis en même temps, un nouveau challenge, je dis pas par semaine, mais enfin assez régulièrement. J'ai eu l'occasion d'être maire de Conseil-Granville, maire de Longwy, député, conseiller régional de Lorraine, conseiller régional du Grand Est, conseiller départemental. Enfin, j'ai occupé à peu près toutes les fonctions dans la vie politique. J'étais chef d'entreprise en Belgique, président de Frontalier Grand Est, qui est un vrai sujet pour tous les frontaliers qui peuvent nous écouter, qui est une plateforme digitale et numérique qui contribue à donner des informations pour faciliter la vie des gens qui traversent la frontière au quotidien. Puis en même temps, chef d'entreprise, je le dis, chef d'entreprise en Belgique. À 19 ans, je crée mon entreprise en France dans le domaine du centre auto. Et je viens à 62 ans de recréer une nouvelle entreprise à Alexis en Belgique. Il s'agit de location de box. Voilà, en fait, c'est tendance parce que ça correspond aussi à la réalité, à une réalité sociétale et à une évolution des choses, quoi. On est moins propriétaire, on devient plus souvent locataire. Oui. Voilà, l'usage a changé parfois. Vous avez dit une plateforme pour les frontaliers, parce que moi j'ai lesfrontaliers.lu par exemple, c'est où on donne des informations sur les résidents principalement, je pense, belges qui transitent vers le Luxembourg. C'est la même chose en France, c'est ça? Oui, mais c'est bien plus important, hein. Frontalier Grand Est, c'est plus d'1 million de consultations. En fait, c'est les 80-20 sont mis en ligne de manière systématique. C'est quand vous consultez le site, vous avez une réponse systématiquement. Mais si vous avez un mouton à 5 pattes, hein, imaginons que madame est née en Angola, elle a fait 2 ans en Chine et elle est revenue divorcée en Bolivie, mais résidant désormais au Luxembourg, comment elle va pouvoir toucher sa retraite? En fait, donc là, il faut des réponses individualisées. Donc il y a la possibilité aussi sur Frontalier Grand Est de trouver des solutions complexes et voilà, c'est un centre de ressources, hein. Donc là, vous touchez les frontières, parce que c'est Grand Est, donc il y a l'Allemagne, il y a le Luxembourg, il y a la Belgique, c'est ça? Oui, l'Allemagne, la Suisse également. La Suisse aussi, oui. Voilà, toutes les difficultés, enfin, sur tout ce qui borde le Grand Est, là, forcément, c'est une région qui est très directement concernée par la frontière. C'est un atout majeur, de mon point de vue, hein, de cultiver les différences, de s'enrichir de l'autre. Et c'est d'ailleurs un mandat qui était très intéressant pour moi. Parce que souvent on est dans son propre pays et on se compare à soi-même. Donc par contre, pouvoir comprendre le système de l'autre pour pouvoir s'en enrichir, quelle grande richesse. Enfin, je veux dire, ça apporte de manière considérable. Il faut absolument sortir de la poche dans laquelle on peut se trouver. C'est un terme militaire, hein, mais voilà. Même pour nous qui sommes franco-belgo-luxembourgeois et qui vivons dans des agglomérations transfrontalières, on consomme ici et là, on va voir un site touristique ici ou là. Oui. Moi, j'ai le sentiment de vivre au cœur de l'Europe, dans une région transfrontalière. Enfin, c'est vraiment un atout considérable, c'est une grande richesse et il faut continuer à le cultiver. Puis il faut aussi aller aussi un peu plus loin. Vous parliez de Tchéquie tout à l'heure. Il faut regarder ce qui se passe en Tchéquie, ce qui se passe au Danemark ou dans les pays, par exemple à Helsinki pour les systèmes éducatifs, où parfois on se réinterroge. Oui. Et on se dit, tiens, ça serait peut-être mieux ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ailleurs, mais en tout cas, il faut au moins s'inspirer de ce qui est le meilleur. Enfin, c'est ce que je crois. Alors, soit c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Voyons le verre à moitié plein. Voilà, c'est ça. Moi, je suis plutôt toujours du côté de l'optimisme et du verre à moitié plein. Alors, on parlait effectivement de la Tchéquie, de la République tchèque à l'époque, avant l'interview, donc pour vous qui nous écoutez, mais non, il n'a pas parlé de la République tchèque. Non, c'est vrai, on y reviendra plus tard. Vous avez touché ce qui m'a fait penser à une question que je n'avais pas prévue. Donc ça, c'est des initiatives qui viennent de chacun des pays pour gérer l'aspect transfrontalier. Ça doit venir
enfin, ça vient ici de chacun des pays. Vous voyez quelque chose qui descend de l'Europe pour faciliter ça aussi? Parce qu'il descend, c'est bottom-up ou c'est top-down pour faire les deux à la fois, je dirais. C'est-à-dire que l'initiative est partie côté français, elle s'est élargie progressivement à ses voisins. Forcément, il y a plus de frontaliers côté français, mais ça peut être aussi un Belge qui consulte frontalier Grand Est parce qu'il est concerné, parce qu'il travaille en France. Parfois, dans le couple, l'un travaille d'un côté, l'autre travaille de l'autre. Donc aujourd'hui, il faut pas se limiter à la frontière. Et puis l'Europe finance à travers Interreg, par exemple, cette plateforme aux côtés des collectivités territoriales. Peut-être pas encore suffisamment lorsque c'est un peu plus marginal, parce que parfois vous avez peu de frontaliers dans un pays, mais pour faciliter la vie des gens. Donc ça, c'est un concentré d'Europe qui contribue à faciliter la vie et puis à donner aussi un désir d'Europe. Enfin, si c'est ce qu'on souhaite. Et je pense que le contexte et l'actualité ne fait que le nourrir et me laisse à penser qu'il en faut encore plus, et notamment en matière de défense. Vous avez repris on va dire les rênes du fort de Fermont. Donc on va aller dans la ligne Maginot. Alors fort de Fermont, moi, honnêtement, je ne connaissais pas. La ligne Maginot, bien sûr, ça me disait quelque chose. On brosse ce qu'est la ligne Maginot, ce qu'était la ligne Maginot, son époque, le pourquoi elle était construite. Puis après, on va voir ce que vous en faites au jour le jour pour perpétuer ce devoir de mémoire, par exemple. La ligne Maginot, c'est la frontière, hein, ça part de la Tunisie, ensuite ça monte à Menton, les Alpes, le Rhin, dans des ouvrages qui sont plus petits, parce que forcément le Rhin contribue à la défense. Puis ensuite, vous avez 3 ouvrages majeurs que sont le Schönenbourg en Alsace, le Hackenberg à Vécrin en Moselle et le fort de Fermont, qui sont les principaux ouvrages. Schönenbourg, 60 000 visiteurs, 33 000 à Vécrin, et il y a eu jusqu'à 38 000 à Fermont. Voilà. Puis ensuite, les choses se sont passées. On est tombé à 7 000 à Fermont et on est à la relance. Enfin, moi, on m'a fait appel à moi pour relancer la mécanique. Donc, ça fait 9 mois que je suis là. On a eu déjà une progression de 15% du nombre de visiteurs, une progression des recettes à hauteur de 35%. C'est-à-dire que la machine est relancée. Alors, en termes de communication, on fait de la communication originale. C'est-à-dire que, par exemple, on a un canon sur les RD 618 pour surprendre. On a un peu sur les petits bâtiments agricoles ou dans la nature, tout d'un coup, vous voyez quelque chose d'un peu surprenant qui sont vous l'avez vu à Longuillon, par exemple, de manière à communiquer un peu différemment. Et puis singulièrement en même temps, puisque c'est notre marque de fabrique. Et puis en même temps, on a une richesse absolue. C'est près de 60 bénévoles qui, au quotidien, se mettent en situation de rénover le fort. Alors pas pour le remettre à neuf, hein, mais pour le rendre visitable, et puis pour faire en sorte qu'il soit plus séduisant chaque jour. Ensuite, on a le musée. Oui. De référence de la ligne Maginot en France. Il n'y a pas un musée aussi remarquable, parce que les 2 ouvrages dont je parlais tout à l'heure n'ont pas de musée de cet ordre-là. Vous allez trouver tous les objets et vous trouverez surtout, c'est-à-dire vous allez pouvoir tout ce que vous ne pourriez pas voir dans l'ouvrage. Parce qu'on les a réalisés en coupe, en extrait, par exemple dans une cloche. Ils sont mis en valeur différemment. C'est ça, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire monter 40 personnes dans une cloche parce qu'il y a que la place pour un, c'est un tube. Hein. Par contre, en coupe, ça vous permet la compréhension. Une salle des filtres, vous avez un filtre en coupe, ça vous permet de le comprendre. Les tourelles qui font plusieurs tonnes, plusieurs centaines de tonnes parfois, elles sont sorties de certains ouvrages et pour vous permettre de les voir en situation. Puis pour vous permettre de comprendre, à l'époque, c'était le plus gros investissement de France dans les années 30. 600 personnes y ont travaillé, ensuite 600 soldats français l'ont occupé. Donc c'était dans les années 30, vous avez dit? Dans les années 30, oui. Okay. Il a fallu 4 ans pour réaliser l'ouvrage avec 600 personnes. Ensuite, il a été occupé par les Français, 600 soldats. Ensuite, par les Allemands qui ont réquisitionné un certain nombre de Français pour le savoir-faire et pour faire fonctionner la machine. Alors là, on ne leur a pas demandé s'ils étaient d'accord. Et puis ensuite, ils ont été occupés par les Américains comme base arrière. Fort de Fermont était occupé comme base arrière dans le cadre de la bataille de Bastogne. Alors, c'était un support logistique, hein, c'était pour y dormir, pour y manger, pour y entreposer. C'est comme ça que ça s'est passé, puisque ce n'était pas une unité de combat direct. La bataille des Ardennes... Et chacun laissait sa trace. Okay. Oui, la bataille des Ardennes. Et chacun laissait sa trace. Par exemple, vous avez le foyer du soldat, vous avez la trace de M. Zimmermann, qui résidait dans l'Illinois, qui a laissé un graffiti, par exemple. Ouais. Vous avez la trace des Allemands avec une caricature, par exemple, d'Hitler. Vous avez un berger allemand avec un soldat. Enfin, vous avez des choses très insolites et chacun y a laissé. Voilà, et c'est à nous qu'il appartient d'entretenir la mémoire de quelque chose de ces trois-là. Puis en même temps, c'est la frontière. Ça veut donc dire que ça nous concerne tous. Ah, on est tout près, oui. Voilà. Et en fait, il faut le transformer aujourd'hui dans
en quelque chose de positif. L'idée pourrait être de réaliser un centre d'interprétation à Longwy autour des fortifications, mais pas seulement celle de la ligne Maginot. Vauban a laissé sa trace, Cérès de Rivière a laissé sa trace, et notamment ça a façonné aussi le paysage. Quand vous sortez, par exemple, du bloc d'artillerie de Fermont, tout d'un coup vous voyez Douaumont, puis vous voyez en même temps le Luxembourg et la Belgique. Comprenez pourquoi il était mis là. Oui. Voilà, et avec un magnifique paysage. Alors, la ligne Maginot, on laisse toujours à penser qu'elle n'a servi à rien. Effectivement, c'était une difficulté. Elle a servi à ralentir, c'est tout ce qu'elle a servi à faire, malheureusement. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est devenu un réservoir de biodiversité. Partout où vous voyez un petit ouvrage, la ligne Maginot, vous voyez des haies ou des buissons. Parce qu'en fait, là, on n'a pas pu retourner l'ouvrage avec les blocs de béton. Donc, autour, on a de la végétation et qui participe à la biodiversité. C'est un élément positif. Je reviens sur la coupe à moitié pleine. Oui. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut aussi voir les choses. Et puis, en même temps, transmettre la mémoire, comprendre l'histoire, permettre aux jeunes qui viennent des écoles... C'était ma question. Quid des classes d'élèves et du devoir de mémoire. C'est un plaisir de pouvoir accueillir les jeunes quand vous pouvez les accueillir et puis leur recontextualiser les choses. L'ingénierie, par exemple, quand vous leur donnez le désir de devenir ingénieur, c'était en matière d'ingénierie le plus gros investissement de France. Ça veut donc dire qu'il y avait beaucoup d'ingénierie. C'était l'innovation. Alors la guerre, malheureusement, mais c'est aussi l'innovation. Donc l'idée, c'est de leur donner des désirs d'innovation, des désirs d'ingénierie, et puis le désir de comprendre comment les choses sont arrivées ou comment elles fonctionnaient. Et d'en tirer des enseignements pour, dans le contexte actuel, ne pas refaire les mêmes erreurs. Oui. Et quand on le regarde, parfois on se dit mais c'est pas possible, on savait, c'est déjà arrivé, donc pourquoi on va recommencer? Voilà. Et puis ça peut aussi donner du désir d'Europe, pour peu que vous ayez des passionnés. Si vous avez des passionnés qui transmettent la mémoire. Mais ça peut peut-être aussi créer des passions. Ah ben ça crée des vocations, parce que vous avez des gens qui viennent visiter puis qui deviennent bénévoles. Tout d'un coup, ils sont passionnés. Et on a deux catégories de bénévoles. On a soit les jeunes retraités, ou soit des jeunes. Alors forcément, après, quand ils font les études, ils sont en train de partir parce que c'est compliqué. Mais on a aussi des jeunes, et ça, c'est particulièrement intéressant. On a un gamin qui s'appelle Louis, il a 11 ans. Il deviendra guide, je suis sûr que c'est un vrai passionné. Et il vient désormais avec sa maman qui vient au complément. On a deux jumeaux là qui font un travail aussi remarquable. On a un jeune conducteur de petit train. En fait, on a un peu toutes les fonctions. Elles peuvent être administratives, elles peuvent être manuelles, elles peuvent être... vous savez, il nous faut des électriciens, des communicants, Oui. Alors pour ceux qui auront la ref, et à mon avis, de moins en moins, mais il faut des MacGyver aussi. Au niveau du nombre de personnes qui travaillent sur le site, c'est combien? C'est 5, 10, 15, 50 personnes? Près de 60 personnes. Des plus jeunes qui ont 11 ans jusqu'aux plus âgés qui ont 77 ans, quoi. Et toujours avec un lien affectif, parce que même ceux qui ne sont pas plus en capacité de travailler conservent un lien affectif avec Fermont, parce que parfois ça fait partie de leur histoire. Moi, mon grand-père était à Latirmont, c'est le fort qui est juste à côté. Dans mon village, on a retrouvé une moto qui a une histoire absolument remarquable. C'est-à-dire qu'elle était réquisitionnée par les Français à la demande des Allemands, mais le monsieur a retrouvé sa moto après la guerre. Et on a tous les témoignages. Comment l'a-t-il retrouvé? Il a fallu qu'il justifie de son domicile, qu'il justifie de la propriété. C'est une Terreau 1935-1937, mais avec une immatriculation de 1940. Parce qu'en fait, dans le musée de la ligne Maginot, qui est situé au fort de Fermont, nous n'avons que des objets qui vont jusqu'à 1940. Le seul objet qui est de 1941, c'est celui qui est sur le bord de la route, qui sert de support publicitaire, puisque c'est un canon, justement pour faire vibrer. En fait, les puristes ont voulu faire une collection qui correspondait à l'histoire, pas un fourre-tout. Je répète. Alors par contre, la trace des Américains, la trace des Allemands, oui. ça fait partie de l'histoire. Donc là, on a des choses qui sont avec, mais pour autant, on a concentré l'effort du musée sur, je vous fais découvrir ce que vous ne pourriez pas voir autrement, y compris les espaces d'intervalle, une casemate ici ou là, un monobloc comme le A5 à Ville-la-Montagne, ou comme à d'autres endroits, une maison forte dans les Ardennes, parce que parfois on blindait une grange, on utilisait l'environnement, une grange, un buisson, pour vous faire découvrir ce que vous ne pourriez pas voir autrement. Mais donc dans le musée, on trouve quoi? On trouve des véhicules, on trouve des tourelles en coupe, on trouve une chambre de tir, on trouve tous les systèmes de tir qu'on pouvait avoir sur la ligne Maginot
des Alpes jusque dans les Ardennes. On trouve ce qui se passait autour de l'ouvrage, c'est-à-dire les queues de cochon, les fils de fer barbelés, enfin tous les éléments de compréhension de ce qui pouvait se trouver. On trouve les tourelles qui sont, alors les tourelles mais sans le capot qui se situe dessus, qui tournaient à 360 degrés avec 2 hommes ou 3 à l'intérieur selon le type de tourelle. On trouve tous les types de tourelles qu'on trouvait, les 5 types de tourelles qu'on trouvait à l'époque sur la ligne Maginot. On trouve des éléments de Tchécoslovaquie, parce que il y a une histoire avec la Tchécoslovaquie, puisque les ingénieurs français sont allés aider à la construction d'une ligne qui n'a pas pu aller à terme, puisque dans le cadre des Sudètes, etc., les Allemands avaient envahi la Tchécoslovaquie préalablement, et on trouve par exemple des wagonnets qui viennent des Alpes, parce qu'en fait les bénévoles depuis des années sont allés chercher des objets un peu partout. Des fous, hein. Ils ont ramené je pense aux tourelles qui font des dizaines de tonnes qu'ils ont ramenées sur l'ouvrage pour réinstaller, pour permettre les éléments de compréhension. Donc c'est devenu, au fil du temps, le musée de référence de la ligne Maginot. Et puis ensuite, vous pouvez descendre dans l'ouvrage. Donc à ce moment-là, je commence, dispositif anti-char, les monts de charge qui ont 85 ans. Tout d'un coup, je prends le cotrateur, je monte dans un petit train, je fais 1,2 km avec les enfants pour prendre le TGV. Il y a un côté un petit peu ludique, on va dire. Tout à fait. C'est le train, le petit train, c'est le train à grande vibration. Hein. Donc voilà, tout d'un coup, vous avez de l'émotion quand vous êtes dedans. Puis ensuite, vous arrivez dans le bloc d'artillerie, dans le bloc principal qui est le bloc 4, et puis vous avez un magnifique paysage avec les vues dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis vous revenez, et puis ensuite vous allez dans le casernement, c'est-à-dire ça vous donne le sentiment de vivre comme ils vivaient à l'époque. Enfin, c'est ce qu'on essaye de transmettre, à la fois par des sons. On vous met, quand vous arrivez, en atmosphère, c'est-à-dire l'ambiance de l'époque, quelle était la musique qu'on écoutait à l'époque, qu'est-ce qu'on mangeait, comment on vivait, voilà. Puis comment on vivait selon le degré d'alerte, parce que parfois, en temps de paix, on n'était pas toujours en bas à 30 mètres sous terre. Ça dépendait un peu du degré d'alerte. Puis il y a tout ce qui se passait autour. Puis il y a des anecdotes, hein. Les toilettes. Les anecdotes, c'est pour le dernier bloc. Enfin, ce sera vos anecdotes à vous. Les visiteurs qui viennent sur le site, c'est plus des Européens, ou vous profitez entre guillemets de Bastogne avec les visiteurs américains peut-être? Alors, dans les sources. On a de plus en plus de visiteurs étrangers, enfin plutôt européens, mais par exemple, on avait des Taïwanais cette année qui vont revenir cette année. Alors souvent, ils viennent à partir de Luxembourg. Comme Luxembourg est très international, forcément, ça aide à la découverte. Puis c'est pas loin. 500 000 habitants aux portes de Fermont. Donc on y va, une demi-heure, j'y suis, je vais découvrir et je vais y passer une après-midi. C'est très agréable. On peut y aller aussi en groupe, on peut y aller en prenant son repas sur place, c'est possible. Parce que, alors quand on est en groupe, hein, quand c'est organisé préalablement, on peut y aller avec une école, on peut y aller avec un groupe constitué mais non formel, hein, 10 cyclistes, 20 voitures anciennes. Le club de pétanque qui décide de se donner rendez-vous à Fermont. Tout à fait. On peut aussi participer à des marches qu'on organise autour du fort pour la lecture du paysage et en même temps la compréhension de ce qu'il y avait autour du fort, parce qu'il y avait le fort, mais il y avait aussi le reste. Et alors, par exemple, la dernière marche qu'on a faite, elle était en partie sous terre. Donc, on marche en forêt, sur la plaine, et puis en même temps sous terre. Donc, il y a un côté très original. Puis, quand vous avez monté les 30 mètres sous terre et que vous arrivez et que vous voyez tout le monde tirer la langue pour pouvoir découvrir le paysage, ça se mérite de venir à Fermont. C'est ça qu'on a essayé de faire, voilà, pour qu'il y en ait pour tout le monde. On doit aussi pouvoir y faire du vélo. Donc, on essaye de convaincre les collectivités de rendre le site accessible en piste cyclable, par exemple. Donc, il y a plein de choses. Ça manque pas d'idées. Alors ensuite, il faut beaucoup d'énergie, mais je peux vous dire qu'on en a. Il y a un côté effet d'entraînement. Et puis, quand vous êtes vous-même motivé, je pense que ça motive aussi l'ensemble des bénévoles à... Émulation. Voilà. Émulation. Ouais. En fait, où est-ce qu'on trouve toutes les informations, Édouard, sur si on veut aller visiter la ligne Maginot et le fort de Fermont? Le mieux, c'est le site internet, fort de Fermont. Vous y trouvez les horaires d'ouverture, les modalités pratiques, enfin tout ce qui concerne le fort et les éléments de compréhension à minima. Ensuite, vous pouvez envoyer un mail pour une interrogation particulière, l'organisation d'un groupe, l'organisation d'un repas, ou d'un événement particulier. On peut manger sur place. À condition que ce soit un groupe. C'est-à-dire que, voilà. Mais il y a un côté, je fais une visite le matin, j'arrive à 9h30,
2h30 de visite, et puis ensuite je déjeune dans un endroit très agréable, parce qu'en fait il y a une forme de réverbération du béton. Le site est assez protégé et entouré de forêts, et il est très agréable. Et puis il n'y a pas de voiture. C'est vraiment un lieu c'est quand même très agréable. Puis en même temps, je peux déambuler, aller visiter le musée, puis voir ce qui se passe autour et les objets qu'on peut trouver autour. Avec la biodiversité qui y règne, qu'on encourage à se développer. Oui, parce qu'il n'y a pas que le site en lui-même avec toute son histoire. C'est un point très intéressant, c'est que maintenant il y a de la biodiversité, donc il y a un couplage. Oui, c'était un terrain militaire, donc ça lui a donné une forme de statut de protection. Donc on a encore des haies, on a encore quelques arbres au milieu de la plaine, on a un paysage remarquable, et il est entouré de forêts. Alors il n'y avait pas autant de forêts qu'il y en a aujourd'hui, mais c'est aussi un espace de balade et de promenade ludique. Voilà. L'idée, c'est, si vous venez au Fort de Fermont, en groupe ou seul ou accompagné, vous vivez un bon moment. C'est agréable. Alors, en hiver, il fait 13 degrés. Il faut se munir quand même de chaussures de marche et d'un gilet, d'un blouson, pour être quand même équipé à 13 degrés. Alors, en hiver, quand il fait 0, il fait plus chaud en bas qu'en haut. Mais c'est comme quand on sort d'une piscine en hiver. C'est ça. Ouais. Il y a une citation qui arrive à chaque fois dans les interviews de Jean-Mi-Édouard. Je vous la livre à vous et à tous ceux qui nous écoutent ce matin ou en rediffusion sur le site internet. Quand la paix règne, l'homme belliqueux se fait la guerre à lui-même. C'est Friedrich Nietzsche qui nous a donné ça. Alors, je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, mais j'ai trouvé que c'était fort à propos par rapport au contexte géopolitique international, comme on l'appelle. Si c'était à refaire, tout cet engagement, parce que maintenant on a surtout parlé de votre casquette de nouvel homme fort, on va dire, du Fort de Fermont, mais il y a eu cet engagement politique qui a commencé en 1989. S'il n'y avait pas eu la politique avant, est-ce qu'il y aurait eu Fermont maintenant? Est-ce que tout ça est lié? Vous avez quelque chose à ajouter? La vie publique, la vie politique, c'est aussi une rencontre avec l'histoire. Parfois, les circonstances vous sont favorables, parfois elles ne vous le sont pas. Il y a aussi les vertus de l'échec. Quand on a échoué en politique, une fois on gagne, une fois on perd. Mais échouer, parfois, ça fait du bien, ça renforce, ça vous met en situation de... Voilà. Ensuite, quand vous êtes jeune, vous êtes tout feu, tout flamme, puis ensuite, vous êtes confronté aux réalités. La politique, c'est l'art du possible. Fermont, c'est aussi l'art du possible. Et sur la citation que vous évoquiez, je la trouve inspirante parce que on réussit à se disputer entre Français, Européens, etc., pour 3 mois de retraite, etc., enfin pour des futilités parfois. Et quand on voit la différence avec ce qui se passe en Ukraine, par exemple, il faut savoir ramener les choses à leur véritable importance. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, souvent, on se bat plus pour le poste que pour des causes. Et j'aimerais bien qu'on retrouve dans la politique, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, comment on fait désirer la politique aux jeunes. Je pense que c'est pour des causes, des grandes causes, la justice, l'élévation, le fait de donner envie, tout simplement. Au-delà des organisations. Et je pense qu'il faut aussi être disruptif. On ne gère pas un pays ou un continent au XXIe siècle avec des institutions du XIXe ou du XXe. Et c'est pas parce qu'un bâtiment est à sa place qu'il doit rester à sa place. Il faut imaginer qu'on peut en regrouper 2 pour en avoir un qui soit mieux, etc. Et moi, je suis plutôt... de nouveau, le verre à moitié plein, je pense. Maintiens ton histoire, entretiens-la, cultive-la pour comprendre ce qui s'est passé, pour avoir des bases pour construire le futur. Mais le futur c'est pas le conservatisme, c'est le progressisme, c'est se mettre toujours dans cette situation d'élévation pour imaginer des choses qu'on ne voit pas parfois. Donc, parfois, ça vous porte préjudice. Quand vous êtes trop en avance, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Néanmoins, ça fait partie du personnage. Je préfère être comme ça, même si ça me porte parfois préjudice, parce qu'il faut y préparer l'opinion, parce qu'il faut des ouvreurs, il faut des gens qui essayent d'ouvrir les choses. Et vous avez des forces de résistance, puisqu'on parle de guerre. Les forces de résistance sont assez exceptionnelles. Vous êtes dans un rapport de 95-5 ou 99-1. Mais j'aime bien, vous savez, l'esprit du général de Gaulle. Il était seul. Il était seul, mais il avait raison. Oui, oui. Oui, exactement. On s'en va tout doucement.
Édouard. Je suis désolé de vous Quel l'annoncer. dommage. Mais oui, je sens cette tristesse. On a eu la citation, n'est-ce pas, de Friedrich Nietzsche: quand la paix règne, l'homme belliqueux se fait la guerre à lui-même. Et alors vous êtes un invité français sur les ondes d'Inside Radio, puisque nous émettons jusqu'à peu près Thionville et sur toute la frontière franco-belge, on va dire. Mais on va aussi de Bruxelles à Liège, en passant par le Findel au Grand-Duché. Mais j'ai un petit dada. C'est-à-dire que dans ma main, je tiens le fameux dictionnaire des belgicismes. Et puis voilà, hein. La France et la Belgique se rencontrent. Donc je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Les courries, vous savez ce que c'est? Les courries. C-O-U-2-R-E-R-I-E-S. Je suis certain qu'il y en a dans leur voiture aujourd'hui ou dans leur cuisine qui se disent: mais bien sûr, j'en fais tous les mercredis, moi qui suis en congé parental. Les baskets? Non. La courrie, ou les courries, puisque c'est au pluriel, les allées et venues fastidieuses, les démarches répétées, et souvent peu efficaces, passer toute sa matinée en courrie. Quelle courrie il a fallu faire pour récupérer le dossier. Vitalité moyenne mais décroissante en Wallonie et à Bruxelles. Donc voilà, c'était le petit partage aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être assis au micro d'Inside Radio. Ça fait toujours plaisir d'avoir des invités qui ne sont pas dans la province de Luxembourg et de Namur. Et vous avez un petit devoir de sortie qui est de choisir la chanson de sortie, le cadeau qu'on offre aux auditeurs en ce mercredi matin ou en ce dimanche matin pour ceux qui nous écoutent en diffusion, ou ensuite sur YouTube, Spotify, sur le site inside-radio.com. J'ai fait mon teasing. Édouard, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Zorba Le Grès pour la résistance. Alors, c'est pas la même résistance, mais la résistance au conformisme. Parce qu'en fait, il incarne quelque chose, 1964. Et puis là-dedans, enfin, moi, j'adore danser. Je pense que c'est la joie, la bonne humeur. Ça fait du bien. Ça permet d'oser des choses qu'on n'oserait pas autrement. Et puis, dans ma jeunesse, je vous disais aussi tout à l'heure, j'avais l'occasion à Arlon de danser autour de cette chanson-là. Alors, c'est pas la dernière née, hein, on s'entend bien. Non, mais c'est l'histoire aussi. C'est l'histoire. Voilà. Ah oui, on écoute Zorba le Grec et on danse dessus. Encore merci, longue vie à votre mission au Fort de Fermont. Je pense que c'est vraiment important, ce devoir de mémoire, d'amener les jeunes et de faire en sorte qu'on n'oublie pas tout ce qui s'est passé, parce que c'est tellement prégnant en ces temps actuels. Bonne journée. Merci beaucoup. Et quant à moi, je redisparais comme d'habitude comme chaque semaine pour mieux réapparaître et renaître de mes cendres tel un phénix. À mercredi prochain, et d'ici là, mes chers auditeurs, vous le savez, mais je vous le redis comme chaque semaine, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.